Bienvenue au Forum Monde Nouveau 2021, Forum de la transition écologique et sociétale. C'est un immense brainstorming vert, mais aussi la vitrine de solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce forum rassemble 150 intervenants, dont Marc Giraud, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Marc Giraud, vous êtes jusqu'à cette année directeur commercial France chez Newrest et puis depuis aujourd'hui directeur général de Newrest en France. Newrest, spécialiste de la restauration hors foyer, un des leaders mondiaux du catering multisecteur. Votre groupe intervient dans 57 pays. Vous vous occupez de la France. Le siège est basé à Toulouse. Hein. Absolument, à Toulouse. On n'est pas plus fiers de le dire. C'est une entreprise occitane, Newrest, et on est fiers de l'être. Et vous servez plus d'1 million de repas par jour. Absolument, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Bien sûr. Alors, catering, production à grande échelle, dans des secteurs comme l'aérien ou dans des chaînes de magasins. Alors expliquez-nous comment vous comptez participer à la transition écologique. Alors, de plusieurs manières. D'abord, nous avons mis en place une charte RSE qui conduit nos actions partout dans le monde. Et cette charte RSE, elle prévoit 5 axes en faveur de l'environnement. Le premier, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un fléau dans les pays riches, on le sait. Le deuxième, c'est le tri sélectif, parce que par le tri sélectif, on peut valoriser les déchets, les réutiliser et donc être vertueux pour l'environnement. Troisième axe, c'est les achats locaux. Privilégier partout dans le monde des achats locaux, on va y revenir, je pense. Autre axe, c'est la réduction des gaz à effet de serre, notamment parce que nous n'avons pas une activité qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Par contre, nous faisons de la logistique, nous faisons du transport, nous construisons des unités de production. Et là, nous avons des actions à mener pour justement limiter ces gaz à effet de serre. Mais vous servez le secteur aérien. Et on sert le secteur aérien. Alors voilà, c'est pas nous qui répondez à un besoin. On répond à un besoin des compagnies. On essaie de le faire de la manière la plus économe possible en utilisant des énergies propres. Voilà. Après, effectivement, nous ne transportons pas les passagers dans les différents pays de la planète. Voilà. Mais nous apportons en tout cas notre brique pour lutter. La part du colibri. Voilà, exactement. Et puis il y a une transition aussi qui est importante dans nos métiers parce que c'est la transition vers le zéro plastique, puisqu'aujourd'hui le plastique est dans toutes les chaînes en fait de restauration, notamment pour les ventes à emporter. Et donc il faut remplacer toute cette vaisselle jetable pour des produits en fait qui sont réutilisables, compostables et plus respectueux de l'environnement. Voilà. Alors je vais vous poser une question très concrète. Donc vous produisez des plats. Au niveau des plats, la confection de ces plats, est-ce que vous accordez une part au bio, aux produits bio? Alors effectivement, nous produisons effectivement des plats. Hein, c'est notre premier métier. Alors on le fait de différentes manières en fonction des secteurs dans lesquels nous intervenons. C'est sûr qu'on ne travaille pas de la même manière en restauration collective qu'en restauration aérienne. En restauration collective, par exemple, tous les plats sont fabriqués dans chacune de nos cuisines, dans chacun de nos établissements. Et effectivement, dans ces établissements-là, on a pris un engagement de servir au moins 20% de produits bio au niveau de la composition des menus. 20% voilà. de produits. Au moins 20%. Il y a des établissements, en fait. Alors on répond à des cahiers des charges, donc on a des clients qui nous demandent plus de bio, mais on a un engagement en fait d'en servir au moins 20% aujourd'hui. C'est notre façon de travailler partout, quoi, notamment en France. C'est un approvisionnement qui est local. Il y a une part de local. Si on prend dans le monde, effectivement, notre organisation fait que nous nous approvisionnons dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Voilà, on limite au maximum les importations et notamment tous les produits frais sont des produits qui sont locaux. Alors, nationaux ou locaux ou régionaux, enfin,
on est pour la France, on est très à cheval sur le circuit court qui nous garantit une fraîcheur du produit, des produits de qualité. Et le consommateur est très très sensible en fait au fait que voilà, le légume, le fruit, Alors, effectivement, en France, viennent d'à côté, voilà, oui, d'à côté et dans les pays européens, et dans le reste du monde. Alors dans le reste du monde, on essaye d'avoir un approvisionnement national, parfois très très local, parce qu'il y a des zones où, par exemple, on a une initiative qui a été montée, je ne sais plus si c'est au Congo ou enfin dans un pays africain, où on a adossé une ferme à notre plateforme de restauration. Et donc les légumes et le petit élevage, les œufs, sont produits à côté complètement du restaurant. Donc ça, c'est Voilà. une idée, c'est une volonté, ça peut être développé aussi. Ça peut être développé. Alors on a une démarche qui s'appelle la ferme de cœur, qui est une démarche qui a débuté dans la Haute-Loire, et en fait qui consiste à agréger des productions ultra locales sur une plateforme, sur un de nos établissements, et toutes ces productions en fait sont livrées par nos soins sur des établissements de proximité immédiate. Donc une plateforme peut livrer jusqu'à 60 sites qui sont situés autour de la plateforme. Cela fait longtemps Voilà. que ce dispositif existe? Alors ça fait 5-6 ans maintenant que nous avons ce dispositif, et nos clients sont ravis parce qu'en fait ils connaissent les producteurs, ils connaissent les maraîchers, ils connaissent les fromagers, on y fait vraiment toutes les familles de produits. La difficulté dans l'approvisionnement local, c'est d'avoir toutes les familles de produits, parce qu'on sait bien qu'il y a des régions qui ne produisent pas certaines cultures. Donc là, c'est vrai que de travailler avec des petits producteurs, des petits maraîchers, des producteurs de yaourts, des producteurs de fromage, des producteurs de charcuterie locaux, des producteurs de viande bovine ou porcine, et de pouvoir agréger leur petite production sur une seule plateforme pour relivrer nos établissements, c'est une démarche qui plaît beaucoup, qui marche très bien et qui vraiment nous apporte une grande satisfaction dans la qualité des produits que nous servons aux enfants ou aux adultes qui bénéficient de cette plateforme Ferme de Cœur. Alors, vous me et parlez... c'est une démarche Oui, que l'on a déployée dans plusieurs pays aujourd'hui, puisque on a plusieurs fermes de cœur en France, mais on a ouvert cette démarche en Tunisie, au Maroc, au Pérou, et on continue à le déployer. Voilà. D'accord, donc vous parliez de production de viande, à petite échelle. La production de viande, eh bien, c'est un facteur très générateur de carbone. Est-ce que vous proposez des plats végétariens, et comment vous abordez ce problème de la production de la viande? Alors c'est vrai que l'année qui vient de s'écouler est un peu particulière avec tout le côté sanitaire que nous connaissons, et a eu un impact aussi sur le changement d'attitude de nos clients. On a mis en place, notamment dans les écoles, une journée végétarienne où on sert des repas végétariens. D'ailleurs, en ce moment même, cette semaine, a eu lieu sur le territoire français une opération que nous réalisons avec l'Assiette Végétale, qui est une association qui fait la promotion justement de l'assiette végétale, et qui... Pardon de vous couper. Donc ce sont les associations, et ce sont aussi vos clients qui vous ont sollicité, ou c'est vous qui avez fait une espèce de... Oui, alors ce sont... nos clients nous sollicitent. L'association, c'est une belle rencontre que nous avons eue avec eux, donc on s'est dit, parce qu'il y a derrière, il y a tout un projet en fait, et il ne suffit pas de vouloir faire du végétal dans les restaurants scolaires, il faut encore le faire bien, pour pas que, voilà, il faut apprendre aux enfants à aimer aussi le végétal. Et donc, travailler le légume demande quand même une certaine connaissance culinaire, ça demande du travail. On est obligé de travailler avec des bons produits,
et donc c'est tout un savoir-faire qui doit être mis à la portée de nos chefs. Et cette association nous permet de former nos chefs. En fait, il y a une démarche derrière qui est aussi une démarche de formation, d'éveil de nos chefs à la cuisine végétale. Voilà, au-delà de la seule production de repas végétariens, il y a toute une démarche de formation derrière qui est importante. Cette association est en France. Oui, elle est en France. Là, vous me parlez du coup d'un cas donc vertueux, mais particulier. Oui. Est-ce qu'on peut l'étendre à tout votre réseau? Parce Alors que là, oui, c'est un cas bien particulier, bien bien sûr. ciblé. Mais en fait, ce sont surtout les pays européens ou américains qui mangent beaucoup de viande, parce que dans d'autres cultures, la viande est beaucoup moins consommée que ce que nous connaissons en Europe. Donc, c'est vrai que revenir à des fondamentaux plus végétaux, plus sains aussi, c'est un problème de pays riches. Hein. Les pays en voie de développement sont moins enclins à manger de la même manière que nous, quoi. La plupart des repas sont servis dans des contenants en plastique. Alors, qu'est-ce que vous... Non, pas tous. Je vous en prie. En tout cas, bon, nous, en tant que consommateurs, on voit que quand on nous sert des plats dans les avions, etc., ou quand on va dans les chaînes alimentaires, c'est du plastique. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus pour essayer de le réduire? Oui. Alors, vous soulignez quelque chose d'important qui est la chasse au plastique dans nos chaînes de service. Alors, tous nos contenants ne sont pas en plastique, heureusement, parce qu'en fait, le plastique est utilisé, était utilisé de moins en moins, mais parce que justement, on a mis en place des plans d'action. Le plastique était utilisé pour les restaurants commerciaux où vous pouvez emporter vos plats, ou les où effectivement des plats qui étaient servis dans l'aérien ou dans le train. Pour la partie restauration collective, depuis longtemps, on utilise de la vaisselle qui est nettoyée et donc qui resserre, qui resserre en permanence avec des contenants en verre ou en porcelaine. Donc en fait, aujourd'hui, tous ces contenants plastiques sont en voie de diminution chez nous, voire en voie de disparition. Vous les remplacez par quoi? On les remplace par des contenants cartonnés. Les industriels ont été très innovants ces dernières années sur la production de nouveaux contenants. On attend avec impatience le barquettage pour les cuisines centrales, en fait, qui permet en fait d'embarqueter en fait des productions, des multiportions qui nous servent notamment pour la livraison des municipalités, enfin des cantines scolaires à grande échelle. Voilà. Donc c'est-à-dire, parce que vous disiez que dans les écoles, par exemple, donc c'était de la vaisselle. C'est de la vaisselle. Là, le plastique dont vous nous parlez, c'est un plastique de livraison. De livraison, qui nous sert pour la logistique. En fait, ce sont des barquettes qui regroupent entre une vingtaine et une cinquantaine de portions et qui sont remises en température en fait dans les écoles pour être servies aux enfants, quoi. Voilà. Mais ça reste quand même une niche dans le monde du plastique. C'est vraiment, oui. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des produits très spécifiques qui subissent des chocs thermiques. Oui. Et aujourd'hui, ça nécessite encore un peu de recherche et développement pour être totalement éliminé des chaînes, chaînes du plastique. Parce que c'est un plastique spécifique que l'on met dans les fours. Et du coup... que l'on met à refroidir d'abord, ouais. Donc qui descend à 3 degrés ou même parfois peut-être surgelé. Et enfin, il doit remonter à 63 degrés dans un délai très court. Et donc il faut que la matière résiste au changement de température. Donc pas si facile en fait. C'est pas si facile, mais on trouve des solutions à tout. On a trouvé des solutions pour remplacer les sacs poubelles par des sacs biodégradables. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises au point aujourd'hui par les industriels et qui nous proposent des produits qui sont de plus en plus innovants. Enfin, je ne me fais pas de soucis, moi, pour l'abandon complet du plastique dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, oui. Ça va, je pense que c'est une transition qui va se faire au pas de charge. Très bien. On note. Voilà. On parle de sacs poubelles, vous parlez de sacs poubelles. Qu'en est-il du gaspillage alimentaire? Le gaspillage alimentaire, ça c'est une
Une autre vaste question, parce que le gaspillage alimentaire, en fait, il est culturel parfois, hein, il peut être culturel. Enfin, en tout cas, il faut éduquer certains justement à ne plus gaspiller. Et donc, ça passe par le plus jeune âge. Nous avons mis en place, en fait, différentes mesures pour limiter le gaspillage alimentaire. La première des mesures, c'est d'utiliser la technologie, c'est-à-dire qu'on essaye, par le biais de nos outils digitaux, de faire des précommandes, c'est-à-dire que nos clients se préinscrivent sur une plateforme numérique qui permet aux chefs de produire la juste quantité de repas pour un service donné. Et donc de ne pas surproduire et donc de ne pas générer de reste, parce que c'est l'arrière-pensée derrière tout ça, c'est de ne pas générer de reste. C'est une prévision du chiffre de consommation, c'est une question un peu précise que je vous pose, mais c'est une prévision du chiffre de consommateurs par mois ou par... Ah non, par jour. Par jour. Par jour, c'est-à-dire que les consommateurs sont invités, alors ça se fait toujours avec notre client, les consommateurs sont invités le matin à nous dire leur tendance de consommation de ce qui va être servi, de ce qu'ils vont manger à midi. Donc ça permet au chef d'affiner sa production. C'est une démarche qui est un peu amont de la production, et donc voilà, on ne génère pas de reste. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des restes. Et donc, on a mis en place, par exemple, dans des écoles, des cas concrets comme ça qui me viennent à l'idée, ce qu'on appelle l'assiette de partage pour le plus jeune âge. Vous savez que dans le scolaire, les enfants sont contraints à un menu structuré, avec entrée, plat, fromage, dessert, qui est équilibré sur la semaine. Mais parfois, les enfants n'ont pas envie du yaourt, ou n'ont pas envie de l'entrée. Donc on met en place une table de partage. S'ils n'ont pas envie un enfant qui n'a pas envie de manger, il va le mettre sur cette table de partage qui est réfrigérée. Et ça profite aux copains qui ont faim et qui ont envie de manger de yaourt ou 2 entrées. Voilà, donc ça c'est une idée. À l'école, est-ce que dans de la restauration collective, ou est-ce que dans d'autres endroits, cette assiette de partage? Alors, pour la restauration adulte, on a une autre formule qui s'appelle l'assiette verte. En fait, lorsqu'on a des excédents de production qui n'ont pas été présentés sur nos selfs, on les représente le lendemain à prix très réduit. Ça permet aux consommateurs, en fait, alors que les assiettes sont identifiées, ça permet aux consommateurs de consommer des produits qui sont sains, marchands et qui ont été conservés dans des bonnes conditions, hein, mais à prix réduit. Donc là, effectivement, avant, on détruisait toutes ces productions. Aujourd'hui, en fait, on les resserre et donc c'est plutôt économe et en production et en génération de reste. J'ai cru comprendre que ces changements, donc ils ont eu lieu progressivement depuis plusieurs années. En mars a été publié le rapport GIEC qui est alarmant. Est-ce que ce rapport a été un déclic aussi pour engager encore plus de mesures ? Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur comment NewRest peut mieux faire pour préserver la planète. Le rapport n'a pas été forcément un déclic, il nous confirme en tout cas dans nos choix, mais c'est pas la lecture du rapport qui est quand même assez catastrophique. Urgente. Qui nous ferait vraiment toucher du doigt l'urgence des mesures que nous devons tous prendre. C'est un travail collectif que nous devons faire. On avait entamé, nous, déjà des démarches. Effectivement, on va les amplifier dans les mois qui viennent. Et puis, en fait, on génère par le partage d'expériences de plus en plus d'initiatives locales dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents, ou des cultures qui n'étaient pas habituées à traiter de ces problèmes RSE, se retrouvent finalement assez sensibilisés à tout ça. J'en veux pour preuve, en fait, la dernière opération que l'on a fait, qui s'appelait les super-héros verts. Nous avons mis en place, en fait, une opération au niveau international, un concours d'idées avec des thématiques justement RSE. Le concours a lieu toujours Alors le concours a eu lieu à l'automne
2020. Donc il a eu lieu, il y a eu un gagnant. Donc il y a eu à peu près 50 idées qui sont ressorties d'expériences locales. Le gagnant a été primé début d'année 2021, donc au mois de février. C'est la France qui a gagné. La France a gagné avec une initiative autour du recyclage des palettes de livraison que nous avons sur nos sites et qui sont transformées en tables de tri dans les écoles pour sensibiliser les jeunes publics au tri et au gaspillage. Alors la relève est assurée, vous dites qu'il va y avoir du changement dans les mois à venir, alors nous restons en contact. Et je vous remercie Marc Giraud d'avoir accepté de répondre à nos questions et je vous souhaite un bon forum Monde Nouveau. Merci beaucoup de votre invitation et à très bientôt.